Vous aimez rire? Ça tombe bien. Dans cette vidéo, on va parler d'humour. Enfin, je vais vous parler d'humour et puis vous allez écouter quoi. Avec un peu de chance, ça va vous faire réfléchir. Je vais vous parler de l'humour de dénigrement. Ces blagues qui visent des groupes ou des individus, souvent en s'appuyant sur des stéréotypes. Vous les avez sûrement entendus, que ce soit sur les genres, les origines, les professions, ou d'autres catégories sociales. Ces blagues, qui s'appuient souvent sur des stéréotypes, semblent anodines. Mais leurs effets sociaux et psychologiques vont bien au-delà du simple amusement. Elles influencent nos perceptions, renforcent les stéréotypes et affectent les individus qui en sont la cible. Les gens ont plus peur de prendre l'avion que de prendre leur voiture, alors que statistiquement, t'as beaucoup plus de chances de mourir quand t'es en voiture. Surtout si t'es une fille, parce que les filles, ça conduit comme de la merde! Am I right, les boys? Ouais, je vais mourir seul, ouais. J'ai toujours l'impression d'avoir affaire à ce vieil oncle alcoolique qui fait du chantage au suicide depuis 25 ans, au point où on a envie de lui dire « Mais écoute, vas-y, voilà, tu sais quoi, vas-y, saute, on te regarde !» Et qu'au lieu de sauter, il part en maugréant. Bon voilà, j'ai pris en exemple ces deux extraits, donc celui de Thomas Gauthier dans le tableau 17, ou encore Yann Marguet chez Quotidien. Je pense qu'il peut y avoir d'autres extraits qui peuvent illustrer ça, bien sûr, mais je pense que ce sont deux exemples alors d'un humoriste, enfin de deux humoristes on va dire, que j'aime bien. Un vidéaste, un humoriste que j'aime beaucoup, mais je pense que ça illustre assez bien ce dont je vais parler dans cette vidéo. Et c'était notamment quelque chose qu'avait dénoncé Thomas Gauthier dans une vidéo qu'il avait fait sur Artus, je sais pas si vous vous rappelez. Bon, écoutez, moi j'ai tellement aimé son numéro là, que je pense que je vais aller lui envoyer un petit message. C'est parti. Hey, Victor Artus, malade ton numéro sur le Québécois. J'ai particulièrement aimé comment t'as réussi à être xénophobe et homophobe tout en discriminant plusieurs handicaps dans un seul numéro de stand-up. Vive l'art! Bonhomme sourire à l'envers. Dans cette vidéo, justement, il dénonçait l'humour de dénigrement à l'encontre de certaines minorités. Eh bien, je pense que ces deux-là, en ont fait sans forcément s'en rendre compte, et je pense que toutes et tous on peut le faire sans s'en rendre compte. Donc aujourd'hui c'est de ce sujet dont on va parler. Je vais essayer de vous raconter ce que j'ai compris des travaux des chercheuses. Comme c'est souvent le cas, les scientifiques ont étudié ce sujet spécifique de l'humour de dénigrement, et ils ont des choses à nous apprendre à nous, les profanes. Pour cette vidéo, je m'appuie sur quelques travaux, et en particulier sur ceux de Léo Faka, qui a soutenu sa thèse en 2023, et qui a analysé en profondeur comment l'humour de dénigrement influence nos attitudes envers les stéréotypes. Ce qu'on va découvrir, c'est que l'humour de dénigrement n'est pas juste pour rire. Nos actions ont des influences concrètes et matérielles sur la société, souvent bien plus qu'on ne le pense. Alors, est-ce que c'est juste une blague ? Spoiler, c'est plus compliqué que ça, et c'est bien plus que ça. C'est quoi l'humour de dénigrement ? Dans cette vidéo, je vais surtout parler d'humour de dénigrement, mais aussi d'humour stéréotypé. L'humour de dénigrement, il a pour objectif de rabaisser ou de discriminer la cible de la blague. Ça peut être de l'humour stéréotypé, c'est-à-dire qui utilise des stéréotypes pour rabaisser ou discriminer une cible. Néanmoins, ce n'est pas nécessairement de l'humour stéréotypé. Quant à l'humour stéréotypé, de l'autre côté, c'est une forme d'humour qui s'appuie sur et qui repose sur des stéréotypes, mais donc qui vont être liés au genre, à l'origine, à l'orientation sexuelle ou autre, mais ce n'est pas nécessairement malveillant. Ça s'appuie en général sur de la généralisation. Donc c'est basé sur des stéréotypes, mais c'est pas nécessairement agressif. Alors que l'humour de dénigrement, lui, il sert à rabaisser ou avilir un groupe ou un individu, en s'appuyant souvent sur des stéréotypes ou des préjugés, mais pas seulement sur ces points-là. Ford et Ferguson, en 2004, ils le définissent comme un humour qui dénigre ou qui rabaisse ou avilit un individu ou un groupe social. Pour faire simple, ce sont les blagues racistes, sexistes, homophobes et autres blagues, et je mets des guillemets, Donc ce sont ces autres blagues qui utilisent les stéréotypes attachés à un groupe ou à un individu dans le but de procurer un amusement. Car oui, l'objectif de l'humour, c'est quand même de provoquer l'amusement au départ. Si vous deviez ne retenir qu'un message assez simple de la littérature à ce sujet, ce serait le suivant. L'humour de dénigrement véhicule une approbation implicite des comportements préjudiciables agissant comme un déclencheur de préjugés. La recherche montre que l'humour de dénigrement peut avoir des conséquences sociales concrètes qui vont au-delà de l'amusement ou de l'offense immédiate qu'il suscite.
L'humour de dénigrement peut favoriser la discrimination à l'encontre d'un groupe ciblé. La recherche a même montré que l'humour sexiste, anti-musulman, anti-gay, etc. peut provoquer l'expression de préjugés à l'encontre de leurs cibles respectives. La blague va au-delà de la simple blague en réalité. Maintenant que le message est passé, on va essayer de détailler un peu ce que dit la recherche. Enfin, surtout ce que moi j'en ai compris, quoi, parce que bien sûr, je suis allé lire quelques articles, donc une petite vingtaine. J'ai fait une petite sélection pour travailler sur cette vidéo. Si ça vous intéresse, restez avec moi, abonnez-vous pour suivre notre contenu. Si vous aimez ce format, dites-le nous, ça nous poussera à en faire plus. Si ça ne vous intéresse pas, passez votre chemin, bien sûr. Dans tous les cas, partagez notre travail et cette vidéo. Mettez un pouce et abonnez-vous. Si jamais vous pouvez aussi soutenir notre travail en faisant un don à notre association, nous on est preneurs, quoi. Ça supporte notre travail et ça nous donne de la force. Bon, revenons à nos moutons. Dans sa thèse, Faka, en 2023, explique que l'acceptabilité de cet humour dépend de nos préjugés. Enfin, en tout cas, que c'est en débat. Une des hypothèses souvent avancées dans la littérature est que plus on est nourri de préjugés envers un groupe, plus on trouve ces blagues acceptables et moins on les perçoit comme offensantes. Cela crée un cycle qui normalise la discrimination. En d'autres termes, cet humour pourrait valider les préjugés et renforcer la tolérance à l'égard de ces mêmes préjugés en les rendant divertissants. Cet humour agirait comme un miroir déformant de nos propres préjugés, reflétant et renforçant des stéréotypes déjà ancrés. Et pourtant, les normes sociales actuelles dissuadent l'expression de préjugés racistes ou sexistes, et même les condamnent pénalement. Ainsi, cet humour régule les préjugés en rendant socialement acceptables des attitudes qui, hors de ce cadre humoristique, seraient rejetées, et pourraient même parfois être pénalement répréhensibles, donc comme je viens de le dire. Le rire semble anodin, mais comme le montre la littérature, il nourrit une normalisation des comportements discriminatoires. Pourquoi rions-nous ? Les mécanismes psychologiques de l'humour de dénigrement. Pourquoi trouve-t-on certaines blagues si drôles, surtout quand elles ciblent quelqu'un ? Les auteurs Zillman et Cantor apportent une réponse à cette question. Le rire augmenterait quand on a des sentiments négatifs envers une cible et diminuerait quand on en a des positifs. En gros, plus une cible est perçue négativement et plus ses malheurs ou sa caricature nous font rire. Cet effet est amplifié par les stéréotypes partagés, qui permettent de saisir instantanément le message d'une blague sans avoir besoin de réflexion. Ça, c'est les auteurs Tardo et Raskin qui ont travaillé dessus dans les années 90, avec notamment donc les stéréotypes partagés. Ce sont des normes stéréotypiques que nous partageons toutes et tous, socialement, culturellement, dans un même ensemble. En 1980, Wicker, Baron et Willis ont trouvé des résultats similaires. Les blagues visant des cibles impopulaires sont jugées plus drôles. Donc là, on vient de le voir, on rit généralement plus quand on a des sentiments négatifs ou quand les blagues visent des cibles qui nous sont impopulaires à nous, donc pour lesquelles on peut avoir des préjugés par exemple. Léo Faka, en 2023, montre que ce processus contribue à la régulation des préjugés en rendant le dénigrement d'un groupe socialement acceptable. Il écrit que la présence de l'humour de dénigrement au sein d'une conversation véhicule le message implicite que la discrimination pourrait être prise à la légère. La présence d'humour favorise l'émergence d'une nouvelle norme sociale empreinte de préjugés qui contribue à la tolérance pour la discrimination. Ford et Ferguson, en 2004, vont également dans ce sens. Ils écrivent que l'humour de dénigrement transmet une sorte de métamessage implicite selon lequel il est acceptable dans certains contextes, dans le contexte de l'humour de dénigrement donc, de relâcher les sensibilités critiques habituelles et de traiter la discrimination avec légèreté. En d'autres mots, cet humour agit comme un masque permettant d'exprimer des préjugés sans en ressentir la culpabilité sociale ou morale, en le dissimulant derrière le rire. Sexisme ambivalent et humour, stéréotypes dans la sphère privée et professionnelle. Les blagues sexistes sont l'exemple parfait de ce qu'on appelle le sexisme ambivalent. C'est un concept clé qui est défini par Glick et Fiske en 1996. Ce type de sexisme combine deux facettes, une hostilité explicite et une apparente bienveillance qui présente les femmes comme faibles ou nécessitant une protection.
Comme le disent les auteurs, le sexisme bienveillant permet de rationaliser confortablement le confinement des femmes dans des rôles domestiques. Ce masque de bienveillance rend ce sexisme particulièrement insidieux. Il ne paraît pas agressif et passe souvent inaperçu, tout en cristallisant des stéréotypes de genre. Wodzika et Ford en 2010 montrent que même un humour léger contribue à renforcer l'idée que certains rôles ou professions sont réservés aux hommes. Une blague sur l'inaptitude supposée des femmes en informatique, par exemple, peut vous sembler anodine, mais elle légitime subtilement des inégalités dans des domaines encore largement masculins. On peut faire le même amalgame en faisant des blagues, par exemple, sur des métiers qui sont aujourd'hui fortement socialement connotés féminins. Cette construction, qui est pourtant sociale, peut être renforcée par certaines blagues. Leo Faka, dans sa thèse, explique que ces blagues jouent un rôle actif dans le maintien des inégalités et perpétuent les stéréotypes de genre. Il écrit ainsi : « Le sexisme bienveillant, qui n'a de bienveillant que le nom, est une attitude subjectivement positive. Sous une apparence positive, le sexisme bienveillant est particulièrement insidieux, car il cristallise les stéréotypes de genre. Il sous-entend également que les femmes sont fragiles et par là même renforce les processus de domination masculine. » En d'autres termes, rire de ces blagues, c'est souvent, sans s'en rendre compte, accepter les stéréotypes et les inégalités qu'elles véhiculent. L'humour tendancieux dépasse le cadre des interactions sociales informelles. Il est également très présent dans les environnements professionnels. B. Miller, en 2010, analyse comment les blagues sexistes soutiennent des idéologies discriminatoires. Dans cette étude, on peut notamment retrouver le passage suivant. Les blagues analysées dans cette étude démontrent les processus discursifs par lesquels l'humour sexiste, raconté dans des interactions individuelles, soutient l'idéologie patriarcale. Donc comme on l'a vu dans ces deux passages, que ce soit dans la thèse de Leo Faka ou dans le papier de B. Miller, la littérature scientifique explique que les blagues sexistes d'apparence légère et gentille, en réalité, soutiennent et parfois renforcent les processus de domination masculine et le patriarcat. Ces blagues transforment des discriminations explicites en plaisanteries, rendant ces comportements plus difficiles à remettre en question. Par exemple, les blagues qui tournent en dérision l'objectification ou la violence envers les femmes participent à banaliser ces comportements. En fait, il faut bien se rendre compte que ce type de blagues, donc ici que ce sont des blagues, on parle des blagues sexistes, elles font partie du patriarcat, elles le renforcent, et elles le renforcent par le rire. Toujours dans le papier de B. Miller, on retrouve le passage suivant. L'humour ciblant l'objectification sexuelle des femmes et la violence envers elles soutient l'idée que les abus envers les femmes sont acceptables. Elle sert à rabaisser et dévaloriser les femmes dans un système patriarcal et phallocentrique. Ainsi, sous couvert de rire, ces blagues alimentent un cercle vicieux. Elles normalisent des comportements discriminatoires et marginalisent les femmes dans des espaces où dominent encore des normes patriarcales. En rendant ces idéologies oppressives plus acceptables, elles compliquent toute remise en question sérieuse. Ok, donc là, je vais vous passer deux extraits. Un extrait issu de la chaîne Dossier du Faux Allié, où il donne un exemple notamment d'Arthur, qui va utiliser l'humour sexiste pour combler ses vidéos de Apprendre ou à laisser, enfin c'est pour combler les trous dans les épisodes de Apprendre ou à laisser. Et où Stéphane explique bien que une des raisons pour laquelle Arthur s'est comporté comme il l'a fait, c'est pour combler tous les trous qu'il va y avoir dans une émission en utilisant du coup de l'humour sexiste. Et puis ensuite on va montrer un exemple d'humour, alors j'en veux pas aux camarades de Chris et à Padu qui font un petit peu d'humour sexiste ordinaire sur Zoé. Alors il y a de la private joke, il y a une joke qui est liée à d'autres épisodes qu'ils ont fait, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que là, ce petit trait d'humour qui va être fait à cet endroit-là, je pense qu'il rentre très bien dans la vidéo que je suis en train de faire, dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, avec donc potentiellement, je pense, des gens qui vont passer que sur cet extrait-là ou autre, et qui, à mon avis, ça peut renforcer des biais sexistes potentiellement. Même si là, personne pense à mal, etc. Je pense pas que Zoé l'ait mal pris, etc. Mais je pense démontrer avec cette vidéo que, malgré tout, ce type de blague peut avoir des incidences et peut renforcer des stéréotypes sexistes chez une partie du public de la vidéo. Donc là, si on regarde la vidéo, il y a 13 000 vues. Ouais, peut-être que dans les 13 000 vues, ça a renforcé les biais sexistes de, je sais pas, 13 personnes, 130 personnes, j'en sais rien, 1%, 0,5%, 1 pour 1000, j'en sais rien. Moi, je connais pas trop bien les stats là-dessus. Mais voilà, moi je vous passe les deux extraits.
Ah oui, c'est vrai. Quand vous faites une opposition sur la diagonale, c'est-à-dire parallèle à la diagonale, vous prenez le oui et le non, vous reliez les 2 points. Ça va, Zoé, tu suis Ouais, c'est bon, chef. Je capte. La diagonale, je comprends le concept. C'est une ligne, mais elle est penchée, hein, c'est ça. Ça, les gens qui viennent d'arriver vont se dire mais c'est un connard. La joke de tout à l'heure. Voilà, donc en fait, même Chris, il a un petit éclair de truc en se disant, ah merde, effectivement, pris hors contexte, cette blague, elle est débile parce qu'il y a, comme je l'ai dit, il y avait une blague, ça fait ref à un autre truc avant. Mais du coup, bah, ça pose la question, quoi. Est-ce que cette blague était pertinente à ce moment-là? Et moi, je pense pas. Je pense qu'il faut vraiment essayer de s'astreindre à pas faire ce genre de blague, en particulier quand on produit du contenu qui va être sur les réseaux, dont on peut n'avoir que des extraits, etc. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe, les camarades. Voilà, c'était le petit message, quoi. Bon, je vous laisse avec l'extrait de Stéphane maintenant. On comprend mieux. On comprend mieux que pour combler les trous, Arthur, il est allé au plus direct, au plus simple. Combler avec de l'humour, sauf que l'humour était un humour dépréciatif, c'était de la moquerie, c'était de l'allusion sexuelle, et on a envie de dire qu'amuser la galerie, c'est bien, mais le faire au détriment des autres, c'est autre chose. L'humour et les stéréotypes justifiaient les inégalités sociales. L'humour de dénigrement joue un rôle clé dans la justification du système social en place. Avant d'aller un peu plus loin sur ce sujet, il faut d'abord qu'on s'attarde un petit peu sur le rôle des stéréotypes dans notre société. Donc, en 1994, Jost et Benagy expliquent que les stéréotypes ne se contentent pas de refléter des croyances existantes, ils expliquent que ces stéréotypes servent également à légitimer des inégalités. Les auteurs expliquent ainsi que les stéréotypes remplissent des fonctions idéologiques, notamment en justifiant l'exploitation de certains groupes par d'autres, en expliquant la pauvreté ou l'impuissance de certains groupes, ainsi que la réussite d'autres groupes, de manière à rendre ces différences légitimes et même naturelles. Donc on vient de le voir, les stéréotypes ont un rôle social et ont un impact, ont une matérialité, ont une influence sur nos vies. Et les blagues stéréotypées, elles participent à ce mécanisme en rendant les discriminations acceptables et même amusantes. En fait, elles rentrent en renforçant les stéréotypes dans ce cas de figure. En d'autres termes, les blagues stéréotypées ne se contentent pas de refléter des inégalités sociales. Elles contribuent activement à les renforcer. Mais l'impact, il ne s'arrête pas là. En 2019, Ford et ses collaborateurs ont montré que pour les membres d'un groupe stigmatisé, être exposé à des blagues les visant peut avoir des effets dévastateurs sur leur identité sociale. En d'autres mots, entendre constamment des blagues rabaissantes peut amener les personnes visées à intérioriser ces stéréotypes, ce qui affecte leur estime de soi et leur sentiment d'appartenance. Par exemple, quand vous êtes une personne homosexuelle ou bien une personne racisée ou une femme et que vous entendez à longueur de journée des blagues vous ciblant ou vous ciblant le groupe auquel vous appartenez de fait, eh bien cela peut avoir des conséquences concrètes sur votre santé mentale, sur votre estime de soi ou sur votre identité. Ces effets ont une matérialité, ils existent dans le monde réel, ce ne sont pas juste des idées, ce ne sont pas juste des blagues. Dans la thèse de Léo Faka, on peut trouver également l'idée que l'humour de dénigrement agit comme un outil de régulation sociale. Dans la thèse de Léo Faka, on retrouve également cette idée que l'humour de dénigrement renforce les normes et justifie les hiérarchies. On y trouve le passage suivant. L'humour de dénigrement fonctionne comme un mécanisme de régulation sociale normalisant l'acceptation des hiérarchies existantes. Ainsi, l'humour de dénigrement instaure une norme implicite où certains groupes sont systématiquement rabaissés. Ce processus rend la contestation des inégalités d'autant plus difficile car il banalise les discriminations et limite le pouvoir des groupes marginalisés à remettre en question leur position dans la société. Alors ici, je peux vous donner un exemple. Dans la région où j'ai grandi, à l'école primaire, on avait des sujets de blagues, des thèmes de blagues qui revenaient régulièrement. Bien sûr, il y avait les blagues de Toto, ça j'imagine tout le monde les a eues. Mais il y avait aussi ces fameuses blagues, je sais pas si vous les avez eues, vous pourrez le mettre en commentaire de la vidéo. Alors vous mettrez pas les blagues en elles-mêmes, hein, vous direz si vous avez été exposé à ce même genre de blagues. Ou alors vous pourrez dire quelle catégorie ou groupe les blagues visaient, mais par pitié, n'écrivez pas en entier vos blagues, quoi. Mais par exemple, on avait les femmes blondes, ça revenait assez fréquemment.
dans les blagues qu'on se faisait entre enfants. Et il y avait également les blagues c'est un Français, un Belge et un Arabe qui sont dans un avion. Bon, voilà, bah, ce genre de blague-là, elle revenait assez souvent. Alors quand on est enfant, on comprend pas très bien. Mais en fait, bon, bah, vous, si vous êtes pas un Belge ou pas un Arabe, bah forcément vous vous mettez dans la catégorie du Français et c'est souvent lui qui gagne en fait. C'est souvent le Français qui gagne dans ce genre de blagues. En réalité, quand on est enfant, on se rend pas compte forcément de l'impact que peut avoir ces blagues-là, mais maintenant, si on se met à réfléchir, on essaie de se mettre à la place d'une fille qui serait blonde ou d'une personne racisée apparentée ou affiliée à ce qu'on appellerait couramment un arabe, donc en général ce sont des maghrébins. Essayez de vous mettre dans la peau de ces gens-là qui du coup ont entendu des blagues systématiquement en disant que les femmes blondes sont ceci ou sont cela, et des blagues où en gros si t'es pas le français, il t'arrive des misères. Comment tu te construis quand t'es gamin ? On peut voir à travers cette littérature scientifique, on peut essayer d'imaginer les impacts que ça peut avoir en fait sur le développement d'un enfant ou d'une enfant. Ça peut avoir vraiment des effets vraiment catastrophiques. Cet humour, en fait, il va instaurer une norme implicite où certains groupes sont systématiquement rabaissés. Ce processus, il rend la contestation des inégalités d'autant plus difficile car il banalise les discriminations et limite le pouvoir des groupes marginalisés à remettre en question leur position dans la société. Les dangers pour l'image de soi et l'exclusion sociale. Les effets de l'humour de dénigrement ne s'arrêtent pas à l'impact social, hein. Ils touchent aussi directement les individus. Thomas et ses collaborateurs, en 2020, ont montré que cet humour peut entraîner une baisse de l'estime de soi et un sentiment d'exclusion sociale chez les personnes ciblées. Ils notent ainsi que l'humour de dénigrement rabaisse intrinsèquement sa cible et définit ceux qui s'y identifient comme appartenant à un groupe inférieur. Donc ça rejoint ce que je disais juste avant sur la manière dont vont se construire par exemple des enfants qui sont exposés à ce genre de blagues. Les travaux de Wicker et ses collaborateurs dans les années 80 sur les indices de rejet révèlent aussi que les blagues de dénigrement créent un environnement d'isolement pour les cibles, qui ressentent une exclusion sociale. Dans sa thèse, Léo Faka précise que cet humour est loin d'être anodin, et il a des effets durables sur l'image de soi et des individus, et le sentiment d'appartenance sociale également. Et du coup, l'effet que peut avoir ce genre d'humour sur les personnes ciblées montre que les individus finissent par intérioriser le statut de marginalisé et adoptent des comportements conformes aux stéréotypes, renforçant ainsi les normes de discrimination. Cet humour, il fragilise l'estime de soi et il consolide les normes sociales qui excluent les groupes marginalisés. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment une portée matérielle, il y a une expression tangible. Les personnes visées par des blagues de dénigrement développent des stratégies pour atténuer les impacts négatifs, notamment en choisissant de confronter ou de détourner l'humour pour maintenir leur dignité et leur contrôle dans un environnement souvent hostile. Mais si certaines personnes arrivent à mettre en place des stratégies d'évitement ou des stratégies, on va dire, pour se blinder, c'est pas forcément le cas de tout le monde, et comme on l'a vu un petit peu avant, l'humour de dénigrement a des impacts concrets et réels sur les gens qui en sont la cible et qui y sont exposés. Si vous n'en êtes pas la cible, ça va renforcer vos préjugés, et si vous en êtes la cible, et bien là, je vous renvoie à ce qui vient d'être dit. Et ça nous amène donc à notre dernière partie. Les conséquences sociales de l'humour de dénigrement. Donc comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, l'humour de dénigrement ne se limite pas au simple divertissement. Il a un impact profond sur nos perceptions sociales, que l'on soit la cible ou pas de cet humour. Ford et Ferguson en 2004 expliquent que ce type d'humour crée un climat où les comportements discriminatoires deviennent plus acceptables. Ils écrivent ainsi « L'humour de dénigrement communique un message d'approbation tacite ou de tolérance envers la discrimination dirigée contre les membres du groupe ciblé. En d'autres termes, ces blagues agissent comme un feu vert implicite rendant socialement admissible, ce qui, dans un autre contexte, pourrait être perçu comme offensant ou inapproprié. Ça, on l'a déjà dit en début de vidéo, mais c'est important de le rappeler ici. L'humour de dénigrement rend socialement acceptable des propos qui, normalement, ne seraient ni socialement acceptables, voire pénalement répréhensibles. Ford, en 2000, a d'ailleurs démontré que des personnes exposées à l'humour sexiste toléraient davantage les comportements sexistes par la suite.
Dans sa thèse, Léo Faka souligne que cet humour de dénigrement agit comme une norme implicite. Plus on rit de ce type de blague, plus les préjugés qu'elle véhicule sont banalisés. Cet humour, il ne fait pas qu'illustrer des croyances, il renforce activement ces croyances, modelant les normes sociales en silence. Par sa répétition et sa légèreté, l'humour de dénigrement finit par façonner un climat social de tolérance aux inégalités. Plus on est exposé à ce type d'humour, et plus on va souscrire aux préjugés qu'il véhicule. En rendant certains stéréotypes amusants, cet humour régule discrètement les préjugés. Il construit des normes sociales de tolérance aux inégalités, ce qui complique la remise en question des comportements discriminatoires. Ainsi, l'humour de dénigrement normalise une société où certaines discriminations passent pour acceptables, parce qu'elles sont drôles. Mais c'est pas tout. Cette exposition répétée à ce type d'humour a un effet cumulatif, comme c'est souligné dans l'étude de Ford et de Ferguson. En dédramatisant l'expression des préjugés, l'humour de dénigrement communique un message implicite d'approbation ou de tolérance envers la discrimination dirigée contre les membres du groupe ciblé. Donc je le rappelle une nouvelle fois, dans un environnement où ces blagues sont fréquentes, les individus deviennent moins enclins à considérer les comportements discriminatoires comme nuisibles ou inappropriés. En riant, ils intègrent inconsciemment l'idée que ces discriminations sont normales, voire inoffensives. Dans la littérature, on retrouve encore d'autres études qui vont dans ce sens-là. Par exemple, une étude de Ford et de Ferguson dans laquelle on peut lire le passage suivant. L'humour de dénigrement ciblant un groupe vulnérable peut influencer les jugements des individus sur l'acceptabilité des préjugés envers le groupe dans son ensemble, ainsi qu'envers d'autres groupes vulnérables non ciblés par cet humour. En d'autres termes, l'humour de dénigrement, il a un effet domino quelque part. Il agit par ricochet. Elle n'affecte pas seulement la perception liée au groupe cible. Par exemple, vous faites des blagues de dénigrement sur des personnes racisées ou des femmes ou d'autres groupes qui ne sont pas socialement dominants. Eh bien, cet humour de dénigrement, il va généraliser la tolérance envers des attitudes discriminatoires qui peuvent toucher d'autres groupes marginalisés. Ce phénomène, il renforce la normalisation des préjugés à l'échelle sociale, rendant plus difficile toute remise en question des inégalités que ces blagues légitimes. L'humour de dénigrement n'est pas une simple affaire de mots ou de blagues. Il reflète et alimente les structures de pouvoir et de domination qui façonnent nos sociétés. Ce type d'humour agit comme un outil idéologique légitimant des hiérarchies sociales, en rendant les inégalités non seulement acceptables, mais risibles. En rire, c'est souvent accepter tacitement des discriminations qui, hors de ce cadre humoristique, seraient jugées inacceptables, voire pénalement répréhensibles. À travers cette vidéo, j'ai essayé de vous présenter la compréhension que j'ai, moi maintenant, de l'humour de dénigrement et de ses effets, au travers de ma lecture de quelques articles scientifiques. Vous pourrez trouver toutes les sources de mon travail dans la description de cette vidéo. Et puis j'essaierai également de vous mettre un lien vers le script de la vidéo. Dans cette vidéo, j'ai essayé de détailler comment l'humour de dénigrement influence nos perceptions psychologiques, en jouant sur nos émotions et en amplifiant les stéréotypes. L'humour de dénigrement ne se contente pas de refléter des inégalités sociales, il justifie activement en renforçant les normes de domination et en marginalisant les voix qui pourraient les contester. Il a des conséquences directes sur les cibles, affectant leur image de soi et leur sentiment d'appartenance, tout en créant un climat où la discrimination semble plus acceptable. À mon avis, l'humour de dénigrement ne peut être dissocié des conditions matérielles et des rapports sociaux qui les produisent. Il est le produit d'un système basé sur des rapports de domination, qu'elles soient de genre, de classe ou raciale. Ces rapports trouvent dans l'humour une manière subtile mais puissante de se maintenir. Les blagues sexistes, racistes, classistes, homophobes, transphobes, etc. ne sont pas des accidents, elles sont les manifestations concrètes d'un ordre social où les privilèges des uns reposent sur l'exploitation, la marginalisation, la domination des autres. Ce qui rend cet humour si insidieux, c'est son apparente légèreté. En le présentant comme inoffensif, il désarme les critiques. Mais non, c'est qu'une blague. Et réduit la portée des contestations. Il transforme des idéologies oppressives en plaisanteries, rendant ces dernières d'autant plus difficiles à identifier, à déconstruire et à combattre. Car votre détracteur pourra toujours se cacher derrière le fameux « mais c'était une blague, pourquoi tu t'énerves ?» Cette vidéo n'est pas un appel à bannir l'humour, bien au contraire. Il s'agit d'un appel à repenser l'humour et à essayer de vous faire réfléchir
à travers ma compréhension de la littérature scientifique. Alors que faire face à l'humour de dénigrement? Ben moi je pense qu'il faut essayer de bien prendre conscience que c'est pas seulement le contenu de ces blagues qui pose problème, mais c'est aussi le fait que ces blagues entretiennent des rapports sociaux de domination et qu'elles les renforcent. Il faut questionner ces blagues, il faut s'attaquer aux structures de domination qui rendent ces blagues possibles. Cela implique de refuser de voir le rire comme une excuse et de prendre conscience que derrière chaque plaisanterie tendancieuse, il y a un système à déconstruire. Alors comme dit le fou allié, il faut être une sorte de barrière sanitaire. Quand vous entendez ce genre de blague dans votre entourage, bah moi je ne peux que vous conseiller de poser une question, de questionner. Mais qu'est-ce qui est drôle dans cette blague que tu viens de faire? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est drôle dans la blague que tu viens de faire? Est-ce que tu te rends compte que si ce que tu dis n'était pas une blague, tu pourrais aller au tribunal? Ce genre de choses, quoi, pour essayer de désamorcer un petit peu. Alors, ça sert à rien d'être véhément, faut juste planter la graine. Et puis les choses, elles se font petit à petit, les gens ne changent pas d'avis du jour au lendemain, mais c'est important de montrer qu'on fait front face à ce genre de blague, face à ce genre d'humour. Bon, il est temps de conclure. L'humour de dénigrement, c'est un miroir déformant qui reflète les rapports de domination, mais c'est aussi un miroir que nous avons le pouvoir de briser, je pense, et que nous avons le devoir en tant que militants. En questionnant ces blagues, et en repensant nos rires, nous pouvons ouvrir la voie à un humour qui, au lieu de renforcer les inégalités, va contribuer à les déconstruire. Bon voilà, c'est ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. Donc c'était un format un peu inédit sur cette chaîne. Moi ça m'a bien plu de travailler dessus, c'était assez long, j'ai passé pas mal de temps. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner et surtout à dire ce que vous avez pensé du sujet en commentaire. Je vais vous mettre toutes les sources dans la description et puis je vais essayer de mettre un lien vers un fichier texte qui vous permettra d'avoir accès au script, et puis il y aura une petite section pour aller plus loin également dans le script, vous verrez, qui va aborder certaines notions que j'ai pas forcément traitées dans cette vidéo. Je vous remercie de votre attention tout simplement. Et puis donc tant que je vous tiens, n'hésitez pas à faire un don à l'association Poitou Presse, qui sponsorise quelque part, qui rend possible Ventre Presse. Et puis également, tant que je vous tiens, on a pas mal de choses à vous annoncer pour la suite du programme. Et donc, par exemple, on va lancer